Bonsoir et bienvenue à ce deuxième événement Bistro Brain à Québec. Donc, ce soir, le thème porte sur l'environnement et je pense, avec le nombre que vous êtes ce soir, que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Avant tout, j'aimerais me présenter. Donc, je m'appelle Gabrielle, je vais être votre animatrice ce soir. Et aussi, avant de se lancer dans les présentations, la raison pourquoi vous êtes là ce soir, il faut que je vous présente c'est quoi Bistro Brain. Donc, Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2017, dont la mission est de diffuser la science à travers le plaisir, comme justement ce soir, par le biais d'événements de vulgarisation scientifique à travers le Québec. Donc, c'est comme ce soir, on s'assoit, on boit une petite bière, on mange des nachos et on écoute des présentations scientifiques. Il y a aussi des événements à Montréal ou à Sherbrooke, si jamais vous passez dans le coin puis vous avez envie d'en savoir plus et d'en voir d'autres. Donc, le format des soirées Bistro Brain, c'est 4 présentations de 12 minutes chacune et vous aurez 5 minutes pour poser vos questions si vous en avez au micro juste là-bas à côté de la poutre. Pour reposer votre cerveau, on va prendre une pause de 10 minutes entre la deuxième et la troisième présentation, mais restez attentifs parce qu'il va y avoir un quiz par rapport aux présentations qu'on vous a données ce soir. Et il y a une remise de prix et certains même de ces prix-là, ça se boit. Fait que ça peut peut-être vous inciter à participer. Donc, une soirée comme celle-ci, ça implique des collaborateurs et des commanditaires. Donc, évidemment, ce soir, j'aimerais remercier notre collaborateur qui est présent ce soir. Donc, c'est le Chapitre Saint-Laurent. Et notre commanditaire pour la soirée, c'est le Fonds de recherche du Québec. Donc, j'aimerais inviter Mme Karima Adria-Gondry, la représentante de Chapitre Saint-Laurent, à venir dire un petit mot sur scène. Donc, Madame, vous pouvez venir juste ici. Bonsoir tout le monde. Déjà, je vais commencer par vous remercier parce que ça fait plaisir de voir autant de monde être venu à un 5 à 7 parler de science. Donc, ça fait plaisir. Je vais remercier aussi nos 4 membres étudiants qui sont portés volontaires ce soir pour présenter. Promis, je les ai pas du tout forcés. Ils sont vraiment volontaires. Et je remercie aussi Bistro Brain pour toute l'organisation et puis la Ninkasi aussi pour le super accueil. Déjà, c'est quoi le Chapitre Saint-Laurent pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est affilié à la Société de toxicologie et de chimie de l'environnement. Donc, c'est un regroupement de chercheurs, d'étudiants, de consultants ou de gestionnaires issus d'autres milieux aussi. Il y a des gouvernementaux, il y a des gens qui sont dans le privé, dans les bureaux d'études, etc. Mais qui sont tous reliés à un thème, c'est-à-dire l'environnement, et qui travaillent tous dans des domaines comme la chimie, la bio, la santé, la recherche sur les effets des polluants, par exemple, sur l'environnement et sur les organismes. Donc ça va être pas mal ça, les sujets des discussions ce soir. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'organisme? Donc, on essaie d'identifier les besoins de développement pour favoriser la recherche scientifique dans ces domaines-là. On essaie de favoriser aussi les interactions entre nos membres, donc pour ça, et aussi avec le public. Donc, pour ça, on essaie d'organiser des formations, des webinaires. On essaie de se développer un peu plus là-dessus. C'est pour ça que y a cet événement ce soir. Notre plus gros événement, généralement, dans l'année, c'est le colloque, qui a lieu souvent à Québec ou à Montréal. Mais cette année, ce sera à Montréal, donc mi-juin. Et toujours dans une optique d'ouverture de la science, en fait, on aura aussi un autre événement qui sera ouvert au public, qui sera organisé en partenariat avec le Cœur des Sciences UQAM. Donc, si vous passez dans le coin, pourquoi pas, vous pourrez venir assister à ça. Donc, le thème, ce sera sur les polluants éternels. Donc, ça reste toujours le même thème environnemental. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site, et si jamais vous avez des suggestions aussi d'activités aussi comme ça, de choses que vous aimeriez voir qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de prendre en compte vos idées. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook et LinkedIn aussi si c'est pas déjà fait, mais je suis sûre que c'est déjà fait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Super. Donc, cela étant dit, on va pouvoir commencer avec les présentations. Donc, le chanceux qui commence, qui brise la glace, est Antoine Faure, qui nous présente une présentation sur la pollution des eaux douces. Attention aux mélanges toxiques.
Donc, Antoine est doctorant en écotoxicologie aquatique à l'Institut national de la recherche scientifique. Donc, merci de l'accueillir chaleureusement avec des bons applaudissements. Waouh, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Donc on m'a présenté, je m'appelle Antoine. Je remercie aussi Bistro Brain pour me permettre d'échanger avec vous ce soir. Et donc je vais vous parler, donc, comme on l'a dit, de pollution des eaux douces et de mélanges toxiques. Avant toute chose, j'aimerais vous parler d'un mot, vous présenter une notion, c'est l'écotoxicologie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas familiers avec ces notions ? Soyez pas timides. Ok, bon, il y en a quelques-uns. Je vais commencer par vous définir ce que c'est, parce qu'en fait, tous les autres présentateurs après moi vont aussi parler d'écotoxicologie, donc ce serait quand même un peu dommage que vous sachiez pas ce que c'est. Donc c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, parce qu'il est un peu long, mais vous en faites pas, asseyez-vous tranquillement, buvez votre petite bière, mangez votre nachos, ça va bien se passer. Donc écotoxicologie, c'est un mot qu'on peut déjà décomposer. Tout d'abord, dedans, on va retrouver toxicologie. Et donc la toxicologie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la science qui va s'intéresser aux substances toxiques et à leurs effets nocifs sur les organismes vivants. Ensuite, on va retrouver écologie. Et l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants, mais également les interactions de ces êtres vivants avec leur milieu. Et en fait, l'ensemble des êtres vivants qu'on retrouve à l'intérieur d'un milieu et de leurs interactions, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Donc l'écologie, c'est la science qui s'intéresse aux écosystèmes. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'écotoxicologie, c'est une discipline qui va vraiment être à la frontière entre ces deux sciences-là. Et on peut dire que c'est la science qui étudie les effets nocifs des polluants sur les écosystèmes. C'est une discipline qui est relativement récente, elle est née dans les années 1970 et elle est partie du constat que nous autres humains, on a un impact considérable sur la nature et qu'en fait nos activités rejettent des polluants dans l'environnement et ont donc un impact potentiellement néfaste sur les organismes qui y vivent. Moi, aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler de pesticides. Alors, les pesticides, vous en avez sûrement déjà tous entendu parler, mais c'est des substances qui vont être chimiques ou biologiques qu'on va utiliser pour se débarrasser d'organismes nuisibles. On les utilise beaucoup en agriculture et en gros là depuis les années 2010 on utilise mondialement plus de 3 millions de tonnes de pesticides par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, c'est 300 fois la masse de la Tour Eiffel. Pour donner un autre exemple, c'est aussi 600 000 éléphants d'Afrique adultes. Et ce qui va découler de ça aussi, enfin plutôt ce qui va influencer aussi ça, cette grande utilisation des pesticides, c'est qu'en fait ce sont des composés qui sont extrêmement variés. En agriculture, on va principalement utiliser 3 types de pesticides. On a les insecticides qu'on va utiliser pour se débarrasser des insectes ravageurs, les herbicides qu'on utilise pour lutter contre les mauvaises herbes, et puis enfin on a les fongicides qu'on utilise pour se débarrasser des maladies des plantes. Et en fait, le fait d'utiliser tous ces composés en agriculture, ça va amener à la pollution des écosystèmes, notamment des écosystèmes d'eau douce. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est pour vous montrer à quel point c'est très varié, même à l'intérieur de ces catégories, on a différentes sous-catégories de pesticides. Donc là, je vais tenter de vous décrire comment est-ce qu'en utilisant des pesticides en agriculture, on peut être amené à polluer les eaux douces. Donc là, vous pouvez regarder un magnifique schéma de Roger l'agriculteur qui est en train de dépandre des pesticides dans son champ. Alors il épand les pesticides et on va avoir une partie de ces pesticides qui vont être emportés par les vents et aller se déposer dans les rivières. C'est ce qu'on va appeler la dérive. Un petit peu plus compliqué, on va aussi avoir une partie de ces pesticides qui va se volatiliser dans l'atmosphère et être transporté dans l'atmosphère et retomber plus loin dans les rivières sous forme de pluie. Et ces deux voies de transport-là, la dérive et le transport atmosphérique, ce sont des voies de transport qui sont plutôt aériennes. Et à ça, on va opposer des voies de transport plutôt terrestres. Par exemple, après avoir répandu les pesticides dans le champ, on va en avoir certains qui vont être donc déposés sur les plantations, sur le sol. Et lorsqu'il va y avoir les premières pluies qui arrivent suite à cet épandage, une partie des pesticides vont être emportés dans les rivières par les eaux de ruissellement.
On va avoir également des pesticides qui sont déposés sur le sol, qui vont s'infiltrer à travers les sols et aller rejoindre les réseaux d'eau souterraines. Et ces réseaux d'eau sont connectés aux rivières, donc ce qui va induire une contamination de celles-ci. Ensuite, à l'intérieur des rivières, les pesticides vont avoir plusieurs devenirs possibles. Tout d'abord, ils vont pouvoir s'accumuler dans différents compartiments, notamment dans les organismes d'eau douce. Et quand un organisme va accumuler en lui des pesticides ou même n'importe quel autre contaminant, c'est ce qu'on va appeler la bioaccumulation. Il va aussi y avoir une partie de ces pesticides qui peut être dégradée par différents mécanismes que je ne vais pas vous décrire. Et là, on peut se dire, bon, bah, c'est chouette, hein, s'ils sont dégradés, ils sont moins présents, donc peut-être moins toxiques. Et ben, détrompez-vous, parce qu'en fait, parfois, les produits issus de ces dégradations, ils peuvent être encore plus toxiques que les composés de base. Donc c'est vraiment un problème. Au Québec, on suit beaucoup les pesticides. On a notamment des bilans de vente annuels qui nous montrent que malheureusement, comme partout dans le monde, eh bien, on en utilise de plus en plus et les ventes augmentent chaque année. Et on a plusieurs rapports du ministère qui suivent les concentrations de pesticides dans différentes rivières. Notamment là, celui que vous pouvez voir au milieu, portrait et tendance dans les zones de maïs et de soja. C'est un rapport que j'ai beaucoup étudié. Pourquoi ? Parce que l'agriculture de maïs et de soja, c'est vraiment celle qui est la plus prépondérante au Québec. Et c'est une agriculture qui utilise beaucoup de pesticides. Ce rapport-là, il montre que dans les rivières qui sont associées à l'agriculture de maïs et de soja, on peut retrouver jusqu'à une quarantaine de pesticides différents. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans les rivières du Québec et partout dans le monde, on n'a pas un seul pesticide qui se balade, mais on a vraiment un mélange de différents pesticides. Et pourquoi est-ce qu'on étudie ces mélanges ? Eh bien, je vais vous inviter à faire pour ça une petite expérience de pensée. Vous allez imaginer un verre vide pour l'instant avec une boisson à côté, hein, donc allez-y, imaginez, ça ne va pas être très difficile. Et vous allez imaginer que ce verre, c'est un organisme vivant et que votre bouteille, c'est un contaminant. Donc, en gros, quand on utilise la bouteille pour remplir le verre, ça va comme représenter l'organisme qui bioaccumule en lui ou accumule le contaminant. Et donc, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que si l'organisme vivant, c'est un verre, ici, le haut du verre, ça va être le seuil toxique à partir duquel on va voir des effets toxiques. Vous savez, on est un peu malin, là, quand on sert un verre d'eau, on essaie de pas déborder, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Si le verre déborde, on va commencer à avoir des effets sur notre organisme. On peut aussi penser que la taille du verre, ça va être la tolérance de l'organisme. Et ça, c'est quelque chose qui varie entre les organismes. Quand on va avoir un verre plus grand, il va mettre plus de temps à se remplir, donc il va déborder plus lentement. Et inversement, pour un verre plus petit, on pourra le faire déborder plus facilement. Et donc, en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est globalement, schématiquement, ce qui se passe quand on fait une expérience en écotoxicologie. On a un organisme vivant, on a un contaminant, et on cherche à savoir quel est l'effet de ce contaminant sur l'organisme. Et pour ça, on va essayer de définir un seuil à partir duquel on va voir des effets toxiques sur notre organisme. Donc là, dans ce cas-là, imaginons qu'il y a l'expérience qui nous a montré ça. Là, on peut dire qu'on est content. Hein. On voit qu'avec cette dose dans le verre, l'organisme, a priori, il ne va pas avoir d'effet négatif puisque le verre ne déborde pas. On va continuer l'expérience de pensée et on va ajouter à l'intérieur de ce verre, mais toujours en étant rempli comme ça, un autre soda. Ça se remplit et là, je pense qu'une partie d'entre vous voit déjà où je veux en venir. Si on continue de rajouter des contaminants ou des sodas, bah, le verre va finir forcément par déborder. Alors, je sais pas vous, mais déjà, moi, j'ai pas envie de boire ce truc immonde là. Puis en plus, j'aimerais pas vraiment être à la place de l'organisme qui est exposé à tous ces contaminants simultanément. Le problème, c'est que la majorité des connaissances qu'on a à l'heure actuelle en écotoxicologie, elles portent sur ce type d'études là où on a juste un contaminant et un organisme. Mais la réalité environnementale, elle est tout autre. On a des organismes qui sont exposés à beaucoup de contaminants en même temps et on n'est pas vraiment sûr des effets que ça peut avoir. Donc, pour conclure, je vais essayer de finir sur une note un peu plus négative là, parce que c'est pas très joyeux tout ça. Comment est-ce qu'on remédie à ça ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de l'utilisation des pesticides, on est beaucoup mieux qu'avant. Là,
Avant, on utilisait souvent des insecticides qui avaient un large spectre d'action, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de cibler beaucoup d'organismes et donc d'avoir des effets néfastes sur beaucoup d'organismes. Un exemple bien connu, c'est le DDT. Bon, ces 3 lettres, là, je vous rassure, moi je ne suis pas sûr à 100% du nom complet aussi, là. Mais en gros, le DDT, il a notamment été étudié par la biologiste Rachel Carson, qui a publié un livre assez connu, Printemps silencieux, Silent Spring en anglais. Et ce qui a été montré dans ce livre, l'exemple connu sur le DDT, c'est qu'en fait, il finissait par s'accumuler dans les coquilles des œufs d'oiseaux prédateurs, ce qui rendait ces coquilles plus fragiles et elles avaient tendance plus facilement à se briser pendant l'incubation. Et donc, à cause de ce pesticide-là, on a eu des déclins de beaucoup de populations d'oiseaux de proie. Mais suite à ce livre qui a été publié dans les années 1960, dans les années 70, là, on a eu un bannissement du DDT dans de nombreux pays. Donc ça, c'est une bonne avancée quand même. Et puis, de nos jours, maintenant, on tend à chercher à produire des pesticides qui sont de plus en plus sélectifs. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir un effet sur la bestiole qu'on cherche à éradiquer sans avoir ou en ayant peu d'effet sur le reste des organismes. Puis aussi, en termes d'avancée, dans la recherche, on est aussi conscient de l'enjeu de l'impact des mélanges de pesticides maintenant, et on a tendance de plus en plus à chercher à faire des études en étudiant vraiment cet effet de mélange sans étudier des contaminants seuls. Et puis, on va également avoir des plans d'action plus à l'échelle gouvernementale. Par exemple, ici au Québec, on a le plan agriculture durable 2020-2030, qui a notamment comme objectif la réduction de l'usage des pesticides, l'optimisation de la gestion des ressources en eau et puis enfin l'amélioration de la biodiversité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Antoine. C'était super intéressant. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des questions. Vous pouvez aller au micro juste là-bas, à côté de la poutre, si vous avez des questions à poser. Là, on a un bon... on a même fini d'avance, finalement. On aura plusieurs questions à poser si certains dans la salle en ont. Sinon, moi, j'en aurais une. Est-ce que tu connais une statistique de nous, en tant qu'humains, à quel point on pourrait en consommer? T'sais, comme je voyais, tu avais un poisson... qui accumulait, qui faisait la bioaccumulation de pesticides. Est-ce que tu as une donnée là-dessus sur ce qu'on peut consommer en tant qu'humain? Alors, j'ai pas de données exactes. Et puis, en tant qu'humain, ça va forcément dépendre des types de produits qu'on achète là. Mais forcément, si on consomme du bio, là, on va être moins contaminé là, en pesticides. Puis en fait, si on considère le fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, eh bien, on peut partir du fait qu'on est quand même pas mal contaminé, parce qu'il va y avoir un effet qu'on va appeler la bioamplification. C'est le fait que dans la nature, les petites bestioles, elles vont accumuler en eux un peu de pesticides. Elles vont se faire manger par des plus grosses bestioles qui vont donc être contaminées par plus de pesticides, etc. Et ça va s'amplifier. Et donc nous, forcément, en tant que sommet de la chaîne alimentaire, là, on peut être pas mal contaminé. Super, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Soyez pas gênés. Il faut aller au micro juste en arrière. Donc, on a déjà une question. Allez, je vais briser la glace. Je voulais reprendre ton analogie du verre qu'on remplit. Fait que je comprends qu'il y a une question de quantité. Mais est-ce qu'il peut aussi y avoir une synergie? Mettons comme un élément toxique à un endroit plus un autre. Boum. C'est une question que j'attendais parce que c'est pas un point que j'avais le temps de détailler dans ma présentation. Mais là, en gros, ce que je vous ai montré avec cette expérience du verre d'eau, on pouvait voir que chaque contaminant, on va dire que c'est considéré comme une unité et qu'en fait, en faisant 1 + 1 + 1, on arrive à 3. C'est un effet qu'on va appeler purement additif. Donc c'est en faisant une addition de tous les composés. Mais en effet, il peut y avoir des interactions entre les pesticides ou même autres contaminants. Et c'est possible qu'il existe des synergies. La définition de la synergie, c'est qu'en fait, l'effet final d'un mélange de pesticides, il va être supérieur à la somme des effets individuels de chacun de ces pesticides.
Un exemple qui a été montré dans certains articles scientifiques, c'est un herbicide qui s'appelle l'atrazine, qui a le potentiel d'augmenter les effets toxiques d'un autre insecticide qui est le chlorpyrifos. En fait, il va activer une enzyme dans la cellule qui va elle-même convertir le chlorpyrifos sous sa forme qui est le plus toxique. Et donc là, c'est un exemple de synergie. Les organismes qui sont exposés à ces mélanges peuvent voir des effets plus toxiques, plus forts que des effets synergiques. On peut aller avec la prochaine question? Ben, je me suis fait voler la question par nul autre que le conférencier. J'avais une question sur la synergie. Est-ce que... Oui, ben, une question à laquelle tu n'es peut-être pas préparé. Est-ce que tu peux donner quelques indications, un résumé de ta thèse de doctorat? Alors, ça, en relation avec le sujet? En fait, ce que je vous ai présenté, c'est le sujet de mon doctorat. Et c'est en fait ça représente finalement mon hypothèse principale dans mon doctorat, c'est que sous forme de mélange, les pesticides peuvent être plus toxiques que sous forme seule. Et j'ai différents chapitres, mais vraiment rentrer dans les détails de chacun, là, ce serait vraiment compliqué. Mais si, par exemple, ce que je fais en ce moment, on a fait une expérience au parc national d'Oka. Déjà, j'ai fait un suivi de l'eau dans le parc national. Là-bas, il y a un ruisseau qui est déjà connu, qui est suivi par le ministère de l'Environnement, qui est le ruisseau Rousse, qui a déjà été montré comme contaminé par les pesticides. Et moi, je voulais voir si cette contamination aux pesticides, elle se répercutait sur un marais qui était connecté à ce ruisseau. Et spoiler, dans le marais, on retrouve également les mêmes pesticides qu'il y a dans le ruisseau. Et pour voir quels effets ça pouvait avoir sur les organismes de ces milieux. En fait, on a fait une expérience en utilisant des moules d'eau douce qu'on retrouve dans les parages. On a pris de ces moules dans une population qu'il y avait dans le coin et on les a encagés dans différents sites en comparant un site de référence qui est qui n'est pas impacté par l'agriculture, et nos sites, le ruisseau plus le marais qui est pollué. Et en fait, après un mois d'engagement de ces moules, on les a récupérés, on les a disséqués. Et là, actuellement, en fait, je suis en train de regarder à l'intérieur quelles vont être les différences physiologiques qu'ont engendré les moules qui étaient dans nos sites d'études pollués par des mélanges de pesticides. On aurait le temps pour une dernière petite question. Merci pour la présentation. En fait, moi, j'avais une question par rapport au Québec avec la situation agricole. Est-ce que la tendance d'utilisation de pesticides est à la baisse ou à la hausse? Puis, l'utilisation, du coup, ça peut découler de l'achat, là, et ce qui était montré dans les rapports de bilan des ventes, là. J'ai plus le chiffre exact, mais vraiment depuis les dernières années, à chaque fois, c'est en augmentation, là. Puis aussi, je me demandais, est-ce qu'il commençait à avoir des études justement sur les impacts sur la santé justement de la population ou des agriculteurs qui sont plus exposés aux pesticides? Il y a sûrement des études là-dessus, là, parce qu'en effet, les agriculteurs, c'est eux qui sont vraiment en première ligne, là. Après, moi, je m'intéresse vraiment plus à ce qui se passe dans l'environnement, donc l'impact sur la santé, on va dire que j'en suis moins conscient, mais c'est sûr qu'il y a des études... tu sais, en fait, quand tu produis un nouveau composé, un nouveau pesticide, tu vas déjà faire des études pour voir à quel point ça peut être nocif, notamment parce que tu as des gens qui vont utiliser ces produits et y être exposés, quoi. Super, merci beaucoup Antoine pour ta présentation. Et merci à vous. Est-ce que vous savez c'est quoi le radium? Moi, je ne le sais pas, mais heureusement, la prochaine présentation, c'est sur ce sujet. Donc, on enchaîne avec la présentation de Léna Guimard, qui, elle aussi, est étudiante au doctorat en écotoxicologie à l'Institut national de la recherche scientifique. Donc, le titre de sa présentation, c'est « Le radium, un invité radioactif dans nos écosystèmes ». Bonne présentation. Merci beaucoup, Gabrielle, pour la présentation. Et bonjour à tous. Et merci d'être là aujourd'hui. Hop, il me manque juste le diaporama. Merci beaucoup.
Donc oui, moi aujourd'hui, je vais vous parler du radium. Donc le radium, c'est quoi? C'est un élément qui est environ 1 million de fois plus radioactif que l'uranium et qu'on peut parfois retrouver dans nos écosystèmes. Et je pense que déjà, dans un premier temps, pour bien comprendre le radium et ce que c'est, il faut déjà comprendre un petit peu son histoire. Alors le radium, il a été découvert en 1898 par Marie Curie avec l'aide de son mari. Et on va dire que cette découverte, elle a très rapidement occupé une grande place. Car en fait, au début du XXe siècle, le radium, il a commencé à d'abord être utilisé pour la radiothérapie, donc un peu pour les traitements contre le cancer. Puis ensuite, ça a un peu dégénéré parce qu'on a commencé à en mettre partout. On en a mis dans les crèmes, dans le maquillage, puis après on a même fait des chocolats ou de l'eau au radium. Et puis vous doutez bien que si je suis là à vous parler de radium, c'est que c'est pas vraiment inoffensif. Et l'histoire la plus tristement connue du radium, c'est l'histoire des Radium Girls. C'était un groupe de femmes qui travaillaient dans une usine et elles peignaient des horloges lumineuses. Ces horloges, elles étaient faites avec une peinture à base de radium. Et elles devaient aiguiser leur pinceau avec leur bouche pour faire leur peinture. Après un certain temps, elles ont fini par développer pas mal de tumeurs au niveau de la mâchoire et au niveau des os. Et elles se savaient condamnées, mais elles ont quand même entamé un combat en justice contre l'US Radium qu'elles ont fini par gagner. Et tout ça, ça a permis de faire évoluer tous les droits des travailleurs et des travailleuses américains et américaines, et aussi de faire en sorte qu'on arrête de donner du radium au grand public et que ce soit plus vraiment utilisé dans l'industrie. Donc vous allez sûrement vous demander pourquoi je suis là à vous parler de radium alors qu'on ne l'utilise plus vraiment. C'est parce que le radium, c'est un élément qui est naturel et qui est donc naturellement présent dans l'environnement, mais il y a certaines activités humaines qu'on pratique encore beaucoup aujourd'hui qui permettent de faire augmenter sa concentration dans les écosystèmes. Et ça va principalement être l'extraction minière qu'on va diviser un peu en deux points. La première, ça va être l'extraction de charbon, de pétrole, de gaz, de diamants, de métaux ferreux, non ferreux, en fait tout ce qui va un peu nécessiter de briser des rochers. Et le deuxième, ça va être l'extraction de l'uranium, parce que le radium provient directement de la désintégration de l'uranium, et donc du coup, au niveau des mines d'uranium, on peut avoir pas mal de radium. Mais donc, avec toutes ces mines, il y a parfois des eaux naturelles qui sont situées à proximité et où on peut avoir donc du radium qui va finir surtout par ruissellement. Et pour étudier tous ces effets-là, ça relève du domaine de l'écotoxicologie. Donc, c'est le fait d'étudier les effets des contaminants sur les organismes aquatiques. Et moi, là, du coup, je m'intéresse vraiment aux effets du radium. Et pour comprendre à quel point il peut être dangereux, il y a vraiment deux concepts qui sont importants à comprendre. Et ces deux concepts, c'est le concept d'analogie au calcium et le concept de radiation interne. Et je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Alors, on va commencer avec l'analogie au calcium. Imaginons que je donne un verre de lait à ce chat. On est d'accord qu'il va accumuler du calcium. Maintenant, je lui donne un verre de radium. On est d'accord qu'il va accumuler du radium. Mais toute la nuance est un peu là, parce qu'en fait, que je lui donne un verre avec du calcium ou un verre avec du radium, le corps n'est pas capable de faire la différence. C'est-à-dire que ces deux molécules sont tellement proches que le radium va prendre la place du calcium dans l'organisme et va donc se stocker à la place du calcium dans les os. Et ce qui va donc nous amener au concept de radiation interne, c'est-à-dire qu'on dit que le chat il a choisi de prendre le verre de radium. Et ce qui va se passer, c'est que le radium va donc se stocker dans son organisme. Mais ce n'est pas parce que le radium est dans un corps qu'il va s'arrêter d'être radioactif et d'irradier. Donc il y aura donc de l'irradiation qui va se produire à l'intérieur même du corps. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir fluo ou quoi, mais ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir quand même des gros problèmes de santé pour ce chat. Pour les organismes aquatiques, c'est encore un petit peu différent. Parce que là, le chat, en fait, il avait un petit peu le choix ou pas de boire le verre avec le radium. Pour les organismes aquatiques, s'ils sont dans un milieu qui est contaminé, ils n'auront pas d'autre choix que d'accumuler du radium. C'est comme si, pour nous, les contaminants, ils étaient directement présents dans l'air qu'on respire. Donc là, ils n'auront pas d'autre choix que d'être contaminés au radium si leur milieu de vie, à eux, est contaminé. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des lois qui existent maintenant, avec toute l'histoire qu'il y a eu sur les Radium Girls, etc. Les humains sont protégés. Donc, il y a des limites de radium pour notre eau potable, etc., qui existent. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de normes de qualité de l'eau qui existent pour le radium au Canada qui puissent protéger les organismes aquatiques. En tout cas, aucune n'est basée sur des données écotoxicologiques et il n'y a pas vraiment de données sur le radium qui existent. Et c'est pour cela que le projet dont je fais partie pour mon doctorat a été créé. Donc ce projet, c'est un partenariat entre des acteurs universitaires, le gouvernement et l'industrie.
Et notre but, c'est de générer ces données-là sur le radium et puis de comprendre à partir de quelle dose c'est toxique et ainsi de permettre au gouvernement de créer une nouvelle norme de qualité de l'eau pour limiter la présence du radium dans les écosystèmes au Canada. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner la dose parce que toutes ces études, elles sont encore en cours, mais je vais pouvoir déjà un petit peu vous expliquer les premiers résultats et vous en dire un petit peu plus sur le projet. Alors dans ce projet, le but, c'est vraiment de couvrir un petit peu tout le vivant et tout ce qu'on peut retrouver dans les eaux douces au Canada. Donc partir de la petite algue unicellulaire en allant jusqu'aux gros poissons, tout ça en passant par des plantes aquatiques, des mollusques ou encore des crustacés, pour vraiment protéger tout le monde et avoir une vraie vue d'ensemble. Au niveau des premiers résultats, donc j'ai commencé à vous parler un petit peu d'accumulation et ça va pas mal revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ce qu'on trouve au niveau de l'accumulation, c'est qu'on retrouve pas mal de radium au niveau de tout ce qui va être les structures un petit peu osseuses. Donc pour les poissons, on va en retrouver pas mal au niveau des arêtes, etc. Pour les escargots, ça va par exemple être pas mal dans la coquille qui est constituée en carbonate de calcium. Donc le radium va bien prendre la place du calcium dans ces structures et pouvoir s'accumuler en assez grande quantité. Ensuite, au niveau de la toxicité. Donc ce qui va se passer pour la toxicité, c'est qu'on va avoir deux types de toxicité un peu. Celle qui va être observable, donc les effets qui vont être sur la mortalité, sur la croissance ou encore sur la reproduction. Là, les résultats sont vraiment cool parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'effet du radium sur ces choses-là. Donc on ne voit pas vraiment, pour la plupart des organismes en tout cas, on ne voit pas vraiment d'effet sur la mortalité ou la croissance. Par contre, il y a d'autres effets qui ne sont pas observables. Donc il peut y avoir des effets au niveau d'un stress cellulaire, des problèmes sur les gènes ou encore sur les protéines ou encore les lipides. Et là, on observe des effets à des doses un petit peu plus faibles. Donc c'est quand même aussi important de voir à quel point, avec le temps, toute cette toxicité-là va augmenter et est-ce qu'on va pouvoir observer des choses. Alors pour conclure un petit peu sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, le radium, c'est un élément radioactif qui se comporte de manière quand même vraiment similaire au calcium. On le retrouve dans les zones contaminées qui sont proches des mines et surtout proches des mines d'uranium. Et au niveau de sa toxicité, il a une toxicité qui reste quand même assez faible par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre à observer. Mais il y a quand même des effets au niveau cellulaire, etc., qui peuvent être vus. Et donc, du coup, c'est quand même vraiment important de regarder les effets à long terme. Et puis, je tenais aussi vraiment à souligner que, surtout dans les eaux douces proches des mines, il n'y avait pas que le radium. Il y avait plein d'autres contaminants qui pouvaient rentrer en jeu. Donc là, on ne sait pas quels vont être les effets d'un polluant radioactif, en plus de tous les autres métaux, pesticides, etc., qui vont être présents dans les eaux. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des études sur le terrain pour vraiment comprendre tout ça. Et surtout d'avoir des bonnes normes de qualité de l'eau pour vraiment pouvoir limiter la présence des éléments dans les eaux douces. Donc, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Merci à tous les partenaires du projet qui l'ont rendu possible et merci à toutes les personnes qui sont avec moi au laboratoire. Et je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Léna, pour ta présentation. C'était super le fun. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions? Je crois que oui. On aurait une question. On a le temps en mars. Oui, j'ai une petite question. C'est par rapport plutôt parler de la toxicité du radium, mais est-ce que vous savez s'il y a déjà des moyens pour retirer, mettons, la présence du radium dans l'eau potable qu'on boit? Est-ce que ça existe déjà, ces procédés-là? Dans l'eau potable qu'on boit, en général, il y en a quand même assez peu, mais il y a des moyens qui existent parce que le radium, il peut se complexer à d'autres molécules. C'est comme si le radium et une autre molécule qu'on mettait dans l'eau, ils allaient pouvoir un petit peu s'attraper entre eux, puis ils vont pouvoir faire en sorte, du coup, de pouvoir capter cette autre molécule. On peut aussi passer l'eau sur une résine pour récupérer le radium. C'est pas vraiment des choses qui sont faites, mais c'est des choses qui peuvent être utilisées pour enlever les contaminants aux abords des mines. Mais c'est vrai que pour l'eau potable, c'est quand même assez bas au niveau des concentrations. Est-ce qu'on aurait d'autres questions dans la salle? Oh, peut-être que oui. Voilà. À quoi servait le radium qui était utilisé dans les crèmes, dans les chocolats, dans tout ça en fait? Quelle propriété du radium faisait en sorte qu'on s'est dit, tiens, on va en mettre partout comme ça au début? Je pense que vu que ça a commencé à être utilisé au tout début des traitements un petit peu contre le cancer, etc., tout le monde s'est dit « Waouh, ça soigne le cancer, c'est vraiment magique ce truc ».
Mais je pense que les concentrations qui étaient dans les crèmes, etc., étaient extrêmement faibles parce que ça coûtait cher le radium. Donc je pense qu'ils mettaient juste ça comme quelque chose de marketing et sur le packaging, mais qu'en fait on en retrouvait peu. Mais c'est ça, vu que ça soignait certaines maladies, mais même maintenant c'est plus utilisé dans le traitement pour le cancer ou la radiothérapie, ça, je pense que c'était vraiment ça l'argument de vente. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui. Merci. Juste par curiosité, me demander pour les organismes vivants, c'est bon. Excusez. Pour les organismes vivants, de ce que je comprends, si c'est au niveau du calcium, par exemple, que le radium va venir s'intercaler, est-ce que dans des phases de développement qui sont plutôt précoces, où c'est là que tu vas avoir tout ton squelette pour des vertébrés ou pour les invertébrés, leur coquille, est-ce que c'est cette phase-là qui est plus vulnérable? Donc, est-ce que sur les organismes vivants, regarder sur les phases les plus early stage, c'est comme Ouais, c'est exactement ça en fait. On s'intéresse vraiment au stade, surtout au stade juvénile, là où il y a justement tout le développement. Puis aussi, ce qu'on a commencé à faire, c'est s'intéresser pas mal au stade embryonnaire. Parce qu'on voulait s'intéresser au fait que oui, ça prenait la place du calcium, mais aussi au fait que ça irradiait dans l'eau. Et du coup, le développement embryonnaire, c'est quand même vraiment sensible aux mutations. Et donc, on voulait voir si on allait pouvoir observer aussi des défauts de développement au niveau embryonnaire. Mais c'est vrai qu'à des stades adultes, c'est pas vraiment ce qu'on peut regarder. C'est pas là qu'on observe les plus d'effets toxiques. Ouais. Super, merci. On aurait le temps pour une dernière question. J'ai peut-être une double question. Est-ce qu'on sait si, parce que tu as mentionné les mines, est-ce qu'il y aurait comme des programmes où on sait que les mines font déjà attention pour se ramasser autour d'eux? Puis deuxième point, peut-être avec une lueur d'espoir, est-ce qu'on trouve aussi une fonction bénéfique ou pertinente, une utilisation au radium qui ferait que on aurait tout intérêt à le récupérer aussi pour l'employer? Alors, c'est vraiment intéressant. Aux abords des mines, pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont faites parce qu'il n'y a pas que le radium. Donc, il y a quand même des choses déjà qui sont faites. Mais c'est vrai que pour le radium, vu qu'il n'y a pas de normes de qualité de l'eau basées sur des données écotoxicologiques, ce qui est rejeté, ça dépend beaucoup en fait des valeurs qui sont appliquées à l'humain. Mais il y a déjà des choses qui sont faites pour quand même le limiter au maximum. Et puis, au niveau du radium, j'avoue que je ne connais pas trop d'utilisation parce que je pense que dans l'histoire, il a tellement été utilisé et puis il y a eu tellement d'histoires pas très belles avec ça que, à part dans la peinture lumineuse, puis maintenant dans la radiothérapie, il a été remplacé par d'autres éléments qui ont des durées de demi-vie beaucoup plus faibles. Parce qu'il faut savoir que le radium, une molécule de radium, sa demi-vie, c'est 1602 ans. Tandis qu'on utilise maintenant de l'iridium ou des choses comme ça où c'est beaucoup plus court, puis ça se dégrade plus rapidement. Donc je pense que oui, le radium est bien présent à l'état naturel, mais je ne pense pas qu'on puisse lui trouver une utilité. Super, merci beaucoup. J'espère que ça vous a convaincu de ne pas mettre du radium sur votre visage. Alors, ce serait le temps de la pause. Donc, dans 10 minutes, on se retrouve vers 18h10. À tantôt. Donc, désolée de déranger votre pause, mais ça fait déjà 10 minutes. Donc, on va reprendre tranquillement. J'espère que vous avez apprécié votre pause, que vos nachos, vos bières sont commandées. Donc, pour cette troisième présentation, je vous présente Lindsay Moacho, étudiante au doctorat en sciences de l'eau. Et, fun fact, elle apprécie particulièrement les escargots. D'ailleurs, c'est sur quoi porte son projet, puis elle en a un élevage d'escargots à la maison. Donc, elle aime quasiment plus les escargots que son chat, qu'elle dit. Donc, le titre de sa présentation s'appelle « Microplastique, macro-problème ». Donc, on l'accueille avec beaucoup de bruit. Je pense que c'est bon. Oui. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de microplastique et on va essayer de voir en quoi ça peut être ou non un macro-problème. Alors, les microplastiques, on peut les considérer comme un peu des polluants sans frontières, dans le sens où on les retrouve partout dans notre environnement. On documente leur présence depuis la fin des années 60, début des années 70. Ils sont vraiment partout. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de voir si on part sur les mêmes bases. Qu'est-ce qu'un microplastique ? J'imagine que vous vous en doutez, mais
On va le rappeler, ça fait pas de mal. Ça va être un polymère plastique dont la plus grande dimension va être inférieure à 5 mm. Et c'est un polluant assez varié dans le sens où ça peut varier en termes de taille, de forme, pardon. On peut avoir des fibres, des mousses, des fragments. Ça peut varier en termes de taille, ça peut être 5 mm et moins, en termes de composition, etc. Donc on a une multitude de microplastiques qu'on retrouve dans notre environnement depuis le siècle dernier. Et ça s'explique par la multitude de sources. On va avoir ce graphique qui nous montre les différentes sources de microplastiques dans l'environnement. La source qui va le plus vous parler va être la source de l'industrie du textile. On retrouve du plastique dans la composition de vos vêtements et à force d'usure, on retrouve des polymères plastiques dans la fabrication de vos vêtements. Et à force d'usure, ça va générer des microplastiques qui vont se retrouver dans l'environnement et qui vont avoir pour destination finale nos écosystèmes d'eau douce. Une fois dans nos écosystèmes, quels vont être leurs devenirs ? Alors, ils peuvent être ingérés par les organismes qui habitent cet écosystème. Ça, c'est assez bien documenté. Et ils peuvent également subir ce qu'on appelle le phénomène de biofouling. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous allez avoir la particule de plastique qui va arriver dans l'eau et vous allez avoir un développement de biofilm à sa surface. Mais qu'est-ce que le biofilm ? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent ce que c'est qu'un biofilm ? Ah, waouh, ok, bon. On va passer rapidement là-dessus. Du biofilm, on en trouve partout. Et si on devait le résumer en une phrase, si vous immergez une surface dans l'eau, vous allez avoir un développement de micro-organismes qui vont venir vivre tous ensemble et vont se protéger avec une matrice adhésive. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui particulièrement au biofilm algal. Alors, lui, il a pour particularité d'être déjà riche en microalgues et d'être un producteur primaire qui va rendre une multitude de services écosystémiques. Il va, par exemple, servir de source d'aliments pour les consommateurs primaires. Ici, vous avez l'exemple de l'écrevisse à taches rouges en train de se délecter de son petit plat de biofilm. Et il peut avoir aussi d'autres rôles. Il peut, par exemple, intervenir dans le devenir des contaminants. On l'a documenté avec les métaux. Et nous, comme on s'intéresse au microplastique, on va essayer de voir comment il interagit avec le microplastique. Donc, il peut subir le phénomène de biofouling, comme je vous le disais, mais il peut aussi potentiellement avoir une accumulation des microplastiques dans la matrice du biofilm. Et ça, il y a une sorte d'angle mort sur cette deuxième partie. On n'a pas énormément de données là-dessus, et ça, c'est un enjeu parce que si on retrouve des microplastiques dans ce biofilm, ça va avoir des conséquences déjà pour le biofilm, dans le sens où on se demande est-ce que ça peut venir modifier la composition des communautés du biofilm, mais également pour les consommateurs du biofilm. Est-ce que les consommateurs vont être capables d'éviter ces microplastiques ou est-ce qu'ils vont devoir l'ingérer ? Et si oui, quelles vont être les conséquences ? Donc, cet angle mort, en gros, c'est l'objet de mon projet de doctorat qui s'intéresse, si on dit en une phrase, à essayer de voir dans quelle mesure le biofilm algal peut agir comme piège à microplastiques et comme source de microplastiques pour les invertébrés. Et donc pour la première partie du projet, donc est-ce que le biofilm algal peut agir comme piège à microplastiques ? Pour y répondre, on a réalisé des campagnes d'échantillonnage un peu partout dans les rivières de Québec et alentours, également dans le lac Saint-Pierre. Et en fait, le point commun des différentes stations d'échantillonnage, c'est qu'il y allait avoir une source de rejet potentiel de microplastiques, comme vous pouvez le voir là-haut. Et tous ces échantillons, on les a analysés avec différentes techniques d'analyse et on a effectivement trouvé des microplastiques à l'intérieur de formes et de compositions variées. Ça, c'est des microplastiques qu'on a retrouvés dans du biofilm collecté en rivière. On avait des fragments de polyacrylamide, des fibres de polyéthylène. Et on en a également retrouvé dans du biofilm collecté dans le lac Saint-Pierre, où cette fois-ci, c'était des fibres de polyéthylène essentiellement. Donc maintenant qu'on a répondu à cette première partie, on va essayer de voir nos consommateurs, ça va être quoi les conséquences pour eux, est-ce qu'ils l'ingèrent ou pas. Et pour répondre à cela, j'utilise comme organisme modèle la grande limnée d'eau douce, que j'aime quand même plus mon chat que la grande limnée d'eau douce, mais en tout cas, c'est juste que je le vois beaucoup plus que mon chat. Et à cette pauvre grande limnée, je donne du biofilm contaminé, donc en différents types de microplastiques. Donc on va avoir soit des microfibres, soit des microbilles, différentes tailles. On va avoir des tailles de l'ordre du micromètre, donc entre
entre 90 et 100 micromètres, des tailles de l'ordre du millimètre, entre 0,1 et 2 mm. Et pour vous montrer à quoi pourrait ressembler une exposition, ça c'est le design que j'ai utilisé pour mon exposition courte, où j'avais donc différentes conditions. Il y avait les chanceux qui avaient du biofilm sain, et puis les moins chanceux qui avaient du biofilm avec des fibres, ou avec des billes, ou avec les deux. Et donc après cette exposition courte, j'ai été analyser déjà leurs fesses, que j'ai dû collecter comme ça à plusieurs temps pendant l'exposition, c'était sympa. Mais également le tissu, dans leur tissu. Et l'idée, c'était de voir, oui, ils sont capables de l'ingérer, mais s'il faut, ils éliminent tout. Comment est-ce qu'ils interagissent, en fait, avec ces microplastiques? Et en termes de résultats, deux résultats principaux. La première est que la quantité de microplastiques qu'ils vont ingérer va dépendre de la taille de ces microplastiques. C'est ce que vous montre ce graphique très, très simplifié. Donc, plus la taille augmente, plus la quantité de microplastiques va diminuer. Et l'autre deuxième résultat principal, c'est qu'en termes d'élimination, le fait de récupérer comme ça les fesses à plusieurs temps, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une plus grande capacité d'élimination dans les premières heures comparée aux dernières heures d'exposition, donc une influence du temps, mais également une influence de la forme, dans le sens où ceux qui étaient exposés à des microbilles ou à un mélange de microfibres, microbilles, éliminaient plus facilement les billes que les microfibres. Donc maintenant que je sais qu'il y a bien une ingestion, quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, une influence sur la mortalité? Est-ce qu'il va y avoir une influence sur la croissance? Est-ce qu'il va y avoir des dommages tissulaires? Donc ça, c'est l'objet de ma deuxième expérience, dont je ne pourrais pas vous présenter les résultats aujourd'hui, mais je vous ramène... j'ai quand même fait des petites recherches bibliographiques pour vous donner des petits éléments de réponse d'ici à la sortie des résultats. Et là, je vais vous parler d'une étude qui a un peu fait la même expérience sur une différente espèce d'escargot, mais en tout cas, c'est un escargot d'eau douce, sur la même durée que moi. Et ils ont constaté déjà, d'une part, qu'il y avait une influence sur la reproduction, c'est-à-dire que les escargots, eux, qui avaient mangé du biofilm sain, ils ont retrouvé des masses d'œufs, alors que ceux qui avaient mangé du biofilm avec des microplastiques, inhibition de la reproduction. Il y a aussi une influence sur la croissance, où là, pareil, les escargots sains ont pu continuer leur croissance à la fin de l'expérience, tout se passait bien. Et puis ceux qui ont ingéré du biofilm contaminé, leur croissance a été grandement altérée. On avait une vraie différence entre les individus. Donc voilà un peu pour les insights. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation. En voyant l'image de dents avec les biofilms, ça me rappelle qu'il faut que j'aille chez le dentiste bientôt. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des questions? Oui. Ouais, Alexis Thibault, directeur de Bistrobrain. Blague à part, je veux savoir, c'est quoi le nom de tes escargots? Non, ben, c'est tes animaux de compagnie. J'imagine qu'ils ont un petit nom affectueux. Non! J'aime vraiment plus mon Escargot chat. 1, escargot 2, escargot 3. Escargot puni, escargot en liberté. C'est bon, merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? On aurait le temps pour 1 à 2 questions. Oui. Émilie. Sorry. Mais en fait, j'ai 2 questions. Ça m'a accroché dans ton intro quand tu as dit à partir de 1960. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à regarder les pollutions? Pas que c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à regarder, mais c'est seulement à ce moment-là qu'on a été capable d'aller détecter leur présence, qu'on avait des méthodes d'analyse suffisamment abouties pour aller détecter la présence de ce type de contaminants dans l'environnement. Et puis aussi, j'imagine qu'il y avait peut-être aussi une question d'intérêt. C'est peut-être seulement à ce moment-là que ça a commencé à intéresser le monde de tout ce plastique qu'on produit. Qu'est-ce que ça devient? Il y en a plein partout. Ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai peut-être une deuxième. Quand tu récupères les fesses, est-ce que les morceaux de plastique sont dégradés ou ils sont encore intacts? Pour les microfibres, il y avait une petite altération au niveau de la couleur. Mais pour les microbilles aussi, finalement, mais c'était pas très important.
Et je ne serais pas trop capable de dire si c'est si c'est l'effet du traitement ou si c'est vraiment mes escargots qui ont dégradé. J'aurais tendance plutôt à dire que c'est l'effet du traitement parce que l'exposition a été trop courte, d'après moi, pour qu'il y ait une influence du microbiote de mes escargots sur l'aspect de mes contaminants. Ou l'acidité de... Ou l'acidité de leur contenu intestinal. Ouais. Probablement. Ouais, probablement. Super, donc si on n'a pas d'autres questions, mais je te remercie beaucoup. On va passer à la prochaine présentation. Donc, nous y voilà, la dernière présentation de la soirée. Donc, on ferme le bal ce soir avec Marie-Ève Blanchette, étudiante à la maîtrise. Elle débute dans le domaine de la communication scientifique. Elle a même été accompagnée par Alexis dans le coin, qui a encore sûrement les doigts pleins de nachos. Donc, on applaudit très fort pour sa présentation « Couvert d'effets, conséquences des paillis de plastique agricole ». Bonjour à tous. Merci pour la belle présentation. Donc, j'ai la chance d'être la cerise sur le Sunday ce soir après toutes ces belles présentations. Donc, j'aimerais commencer en vous demandant qui ici mange des fruits et légumes? Donc, évidemment, tout le monde a levé la main, ou presque, et tant mieux, parce que c'est très important. Mais donc, ces fruits et légumes que vous mangez à chaque jour, sauf durant la Poutine Week, si je vous disais qu'il y a des plastiques à l'intérieur? Et oui, en fait, parce que l'humain consomme en moyenne l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en quantité de plastique. Oui, donc c'est énorme. Et donc, le fait que nos fruits et légumes puissent avoir des plastiques, en fait, à l'intérieur, bien, ça peut expliquer un petit peu ce fun fact. Donc, les agriculteurs qui cultivent les fruits et légumes qui sont cultivés en terre, ils vont parfois utiliser ce qu'on appelle des pailles de plastique agricoles. Donc, c'est ce que vous voyez juste ici, des espèces de grosses bâches de plastique qu'on va appliquer sur les cultures. Et bien, ces pailles-là, en fait, il y a différentes couleurs, il y a différents types de pailles qui sont utilisés. Au Québec, par exemple, on va utiliser les pailles noires pour les fraises ou pour le maïs. Dans certaines régions, on va utiliser les pailles bleutées et transparents. Et c'est vraiment un fléau, en fait, parce que ces pailles-là, ils vont se retrouver un peu partout. Ils peuvent se déplacer sous l'effet du vent. Donc, on peut les retrouver dans les milieux aquatiques, même jusqu'au centre-ville sur des fils électriques. Et donc, sachez que les pailles de plastique sont utilisées partout dans le monde, vraiment. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de l'utilisation au Québec. Donc, comme vous savez, le Québec, c'est pas les tropiques. Donc, parfois, les sols sont plus frais. Et utiliser les paillis, bien, ça peut permettre de réchauffer les sols et donc de cultiver différents types de légumes le plus facilement, de fruits et légumes. Et ça va aussi permettre de diminuer les mauvaises herbes au sol, en fait. Donc, bien évidemment, utiliser du plastique dans l'environnement, bien, ça a des effets négatifs. Et malheureusement, ce que je dois vous dire, c'est que c'est pas ce qui manque concernant les pailles de plastique. Donc, premièrement, au niveau de tout ce qui est végétal, bien, sachant que les agriculteurs, de base, ils vont utiliser des pailles de plastique pour avoir un meilleur rendement des cultures, avoir une plus grande pousse là, de fruits et légumes. Mais à force d'utiliser des pailles de plastique, les paillis vont s'accumuler dans les sols et ça va ensuite nuire, en fait, à la croissance de ces fruits et légumes-là. Puis ça va nuire aussi à la qualité, soit les éléments nutritifs à l'intérieur des aliments. Donc déjà, ils viennent perdre l'avantage numéro 1 de pourquoi ils utilisent les paillis de plastique. Puis il y a aussi possibilité qu'il y ait une accumulation de paillis de plastique, de morceaux dans les aliments, même dans les plantes, même dans les plantes comestibles, donc les aliments. Et donc, ce sont ces mêmes fruits et légumes qui vont se retrouver dans nos assiettes ou qui vont servir à nourrir les animaux qu'on va par la suite consommer. Donc, dans tous les cas, ça peut se retrouver dans nos assiettes. Au niveau des organismes du sol, donc là, je parle d'une large gamme d'espèces, là, soit entre les insectes et les bactéries qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Donc, c'est pour plusieurs espèces. Les pailles de plastique ils peuvent causer une diminution de la reproduction, de la croissance et de la quantité, en fait, d'organismes du sol qu'il y a tout court, en fait. Et finalement, pour ce qui est des milieux aquatiques, le fait que certains organismes aquatiques vont essayer d'ingérer des plastiques, vont essayer de les manger, les morceaux de pailles de plastique, ça peut mener déjà à mortalité parce qu'il peut y avoir de l'asphyxie, ça peut bloquer le système digestif. Mais sinon, juste la toxicité des pailles de plastique, ça peut mener à une augmentation de la mortalité et une diminution de la croissance pour les organismes aquatiques. Et ce sont ces mêmes organismes aquatiques
pour certains, qui peuvent se retrouver dans nos assiettes et qu'on va consommer. Donc, les pailles de plastique au Québec, ça représente 785 tonnes de plastique par an. Donc, c'est énorme. C'est le poids d'environ 52 autobus RTC. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris la bus pour venir ici ce soir, mais je pense qu'on peut s'entendre pour se dire que c'est lourd, un autobus. Et donc, comment est-ce que c'est possible que des pailles de plastique qu'on applique sur les sols, à un moment donné, on va les enlever, ils ne seront plus utiles, on va les enfouir. Mais comment est-ce que c'est possible qu'après, ça se rende dans nos milieux aquatiques, dans nos aliments et jusqu'à nous après, en fait? Comment c'est possible? Bien, pour vous expliquer ça, déjà, il faut savoir que les plastiques, dont les pailles de plastique, ça va se diviser de plus en plus, presque jusqu'à l'infini, un peu comme des miettes de pain, en fait, comme sur l'image que vous pouvez voir juste ici. Et bien, cette division-là, en fait, elle va être causée par la chaleur, l'oxygène, les rayons du soleil et l'abrasion physique, comme par exemple du frottement. Autrement dit, presque tout ce qu'il y a dans les champs agricoles. Et donc, ça va se diviser de plus en plus jusqu'à devenir des microplastiques, un terme que vous avez déjà entendu parler même ce soir, qui vise en fait les plastiques qui sont entre 5 mm et 100 nanomètres, donc entre la taille d'une fourmi et jusqu'à ce qu'on ne les voie plus à l'œil nu, en fait, parce qu'il y a beaucoup de microplastiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, comme ceux qu'on consomme. Et bien, une fois qu'ils sont en microplastique, ils vont pouvoir se déplacer plus facilement. Et ils peuvent même se déplacer lorsqu'ils sont en gros morceaux, là, comme les photos que vous avez vues au début. Et donc, ils vont pouvoir déjà se déplacer plus profondément dans le sol par le travail du sol, soit les machines agricoles qui vont remuer le sol, par infiltration de l'eau. Donc, ça, c'est par exemple l'eau de pluie, l'eau d'arrosage qui va couler plus profondément dans le sol puis qui va traîner des morceaux de plastique avec. Ou la fonte du sol, comme par exemple les vers de terre qui sont connus pour déplacer des éléments dans le sol, bien, ils peuvent déplacer des microplastiques, de pailles de plastique avec eux. Pour ce qui est des milieux aquatiques, bien, déjà, le vent peut transporter des morceaux de pailles de plastique dans les milieux aquatiques, mais l'érosion aussi et le ruissellement, puis cette fois-ci, c'est encore l'eau d'arrosage ou l'eau de pluie, mais qui va rester en surface du sol et qui va couler jusqu'au milieu aquatique à proximité. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les pailles de plastique sont toxiques? Bien, ça va vraiment être au niveau des additifs que dans leur composition. Donc, c'est un peu comme les aliments qu'on mange. On nous dit d'éviter le plus possible les additifs, que c'est mauvais. Mais c'est la même chose pour les paillis. C'est les additifs le problème. Et c'est les additifs qui vont être en fait libérés quand ils sont en contact avec de l'eau. Donc, bien évidemment, dans les milieux aquatiques, ils vont pouvoir libérer des additifs, les pailles de plastique. Mais dans les sols, parfois, il peut y avoir de l'eau aussi. Donc, l'eau de pluie, l'eau d'arrosage, encore une fois. Bien, à ce moment-là, quand les paillis sont en contact avec de l'eau, ils peuvent libérer les additifs qui sont toxiques. Donc, soit dans les sols ou même dans les organismes, bien, on a des liquides, donc ça peut aussi se libérer. Donc, maintenant que vous êtes au courant de la problématique, je peux vous parler plus en profondeur de mon projet de maîtrise, en fait, qui concerne les pailles de plastique qui sont utilisées au lac Saint-Jean. Et donc, le but de mon projet, c'est de répondre à 3 questions. Premièrement, combien de morceaux de pailles de plastique je peux retrouver dans les champs au lac Saint-Jean et dans les rivières qui sont à proximité de champs agricoles? Quels sont les composés qui sont libérés dans l'eau, les additifs toxiques? Et quels sont les effets toxiques sur les organismes aquatiques, les effets toxiques des paillis de plastique? Donc, pour répondre à ces questions-là, pour commencer, pour le combien de morceaux de pailles de plastique, ben, j'ai récolté des échantillons de sol et d'eau au lac Saint-Jean. Et par la suite, ben, j'ai tout simplement, là, par différentes manières, compté combien de morceaux de plastique j'ai pu trouver dans ces échantillons-là. Par la suite, pour les composer, j'ai fait une espèce d'infusion de plastique, là, un peu comme une infusion de thé glacé, mais cette fois-ci, c'est plutôt une infusion de pailles de plastique à température pièce que j'ai laissé agiter durant 24 heures. Et par la suite, ben, j'ai tout simplement, de différentes manières, analysé quels sont les additifs qui ont été libérés dans mon infusion. Et finalement, pour savoir quels sont les effets toxiques sur les organismes aquatiques, ben, j'ai encore une fois utilisé mon infusion et j'ai mis 3 différentes espèces dans cette infusion-là, soit des petites algues, des petits crustacés et des bactéries. Et j'ai regardé quelle était leur réponse, en fait. Comme par exemple les algues, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y avait une différence au niveau de leur croissance. Comme vous pouvez voir, là, je les comptais, en fait, sur l'image que vous pouvez voir ici. Pour les daphnies, les petits crustacés, j'ai regardé voir s'il y avait plus de mortalité. Est-ce que je voyais qu'ils mouraient avec le temps une fois mis dans l'infusion?
Donc, par contre, bien évidemment, il y a un peu de positif qui s'en vient. En fait, il y a des alternatives qui existent et qui sont en cours d'étude, là, comme par exemple les pailles de plastique biodégradables, qui pourraient être une bonne alternative, mais qu'on sont encore en train d'être étudiées pour être certain de ne pas remplacer un problème par un autre problème. Et ces pailles-là, en fait, ça consiste en des pailles qui peuvent être dégradées par des organismes vivants, soit des bactéries, des champignons, et qui vont se dégrader en substances inoffensives, comme de l'eau, du dioxyde de carbone et des sucres. C'est des substances qui sont en général inoffensives. Et voilà. Donc, ça serait une bonne alternative, mais elle est encore étudiée avant d'être utilisée à 100 %. Elle est déjà utilisée, mais voilà, il y a plusieurs types de pailles qui sont utilisés en ce moment. Donc, en bref, les pailles de plastique qui sont étendues sur nos champs agricoles vont se diviser en microplastiques. Ils vont ensuite pouvoir être transportés dans les milieux autour, là, dans les environnements, et libérer des additifs toxiques. Ils peuvent aussi être consommés par les différents éléments de la chaîne alimentaire, dont nous, au sommet, et ils vont pouvoir libérer des additifs toxiques dans les organismes aussi, et donc, en fait, causer des effets toxiques. Donc, j'aimerais vous remercier de votre écoute et vous rappeler de dire non au plastique. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce qu'on aurait des questions? On aurait le temps pour 2, 3 questions. Soyez pas gênés. Venez au micro. Merci pour la belle présentation. Je me demandais juste, cette dégradation des pailles, est-ce que ça s'effectue vraiment dans une saison, genre dans un été, ou est-ce qu'ils sont réutilisés et au fur et à mesure qu'ils sont réutilisés au fil des années, ils vont se diviser, se dégrader? Ça dépend vraiment, en fait, de l'utilisation que les agriculteurs en font et du type de paillis aussi, parce qu'il y a des paillis qui sont faits pour être utilisés plusieurs saisons, donc ils vont être plus épais, plus résistants. Mais ceux sur lesquels moi je travaille, c'est des paillis qui sont utilisés seulement pour une saison, soit le temps que le maïs grandisse, en fait, qu'il soit prêt à être récolté. Mais il y a différents types de plastique, mais je pense que la durée maximale d'utilisation, c'est 1 an, il me semble. Ouais, puis ça peut quand même se dégrader durant ce temps-là, en fait. Ça, j'aurais pas pensé. Ouais. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre question? On aurait le temps pour une autre question. Soyez pas gênés. Oui. Merci. Est-ce que j'ai bien compris quand tu disais plus en introduction que des légumes et autres, je crois que c'est une image de vache, là, donc bovin, qui avaient des plastiques d'accumulés à cause des paillis? C'est-tu comme, mettons, descriptif de comment que ça pourrait arriver ou c'est prescriptif de « OK, c'est ça qui se passe ». Au niveau de l'accumulation dans les aliments, ça, c'est vrai, là. C'est un fait. Là. Ça se retrouve surtout dans les légumes racinaires, comme par exemple les radis, les carottes, là, tout ce qui est cultivé dans le sol. Ça, on en a retrouvé beaucoup dans la littérature. Mais même dans les plantes qui sortent du sol, on en retrouve, en fait. Fait que ça, c'est un fait. Okay. Puis par la suite, au niveau de l'image, là, en fait, qu'on nourrit nos animaux avec ça, bien, ça, c'était plus imagé, mais en fait, concrètement, c'est sûr que si la vache mange les aliments qui ont des plastiques dedans, elle va les consommer aussi, puis elle va en avoir en dedans d'elle ensuite. Là, à voir si ça a vraiment un impact sur nous quand on le consomme, mais clairement, ça peut expliquer un petit peu, encore une fois, le fait qu'on consomme beaucoup de plastique par semaine, quand même. Oui. On a le temps pour une dernière question. Mais merci encore pour la présentation. Moi, j'avais une petite question sur le plastique, mais j'avais pas trop compris comment il faisait pour s'accumuler dans les plantes. C'est-tu parce qu'il est tellement en petit qu'il est capable de juste rentrer dans les tissus, ou comment ça se fait? Oui, bien, de ce que j'ai vu dans la littérature, en fait, bien, déjà, il faut que ça soit assez petit pour comme être absorbé par la plante, en fait. La plante va l'absorber un peu comme elle absorbe l'eau par ses racines. Puis ben, après, ça peut juste se diffuser dans la plante puis se rendre jusqu'au fruit de la plante. Et donc, ben voilà. Puis si c'est en terre, si c'est un aliment en terre comme un radis, ben à ce moment-là, ça peut encore plus rapidement entrer dans l'aliment comestible, en fait, parce que ses racines sont tout près de l'aliment. Sinon, j'avais peut-être une dernière question, si on a le temps, mais par rapport à la statistique de la carte de crédit, moi, j'avais déjà vu que c'était une carte de crédit par année, mais là, c'est par semaine. Oui.
Est-ce qu'il y a eu une étude récente ou comment ça... C'est une étude que j'ai trouvée d'un organisme fiable, là, mais c'est récent quand même, je pense. Okay. Donc peut-être que ça a évolué, mais oui, c'est ça, voilà, c'est par semaine. Okay. Merci. Merci beaucoup. On applaudit nos présentateurs une dernière fois. Donc, avant de passer au quiz, j'aurais plusieurs remerciements à faire. Pour vrai, cette soirée-là, ça a été un succès grâce à vous, le public notamment. Donc, merci beaucoup à vous, le public, d'avoir été là. J'aimerais aussi remercier évidemment les présentateurs et présentatrices qui sont prêtés au jeu ce soir. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles Bistro Brain, donc tous mes collègues, donc à l'accueil, Cécile et Héloïse, à la captation vidéo, Pauline, puis évidemment à la coordination, Alexis. Donc merci à vous. Il faut aussi remercier l'établissement du bar de la Ninkasi. Pour vrai, sans vous, on n'aurait pas la place pour faire un événement comme ça. Merci beaucoup de nous accueillir. Et j'aimerais aussi remercier tous les employés qui nous ont aidés. Donc, évidemment, Raphaël à la technique, sans toi, on ne serait rien, je pense. Et les serveurs, Karim, Joshua, Ludovic, Victoria et Amandine. On remercie notre commanditaire, le Fonds de recherche du Québec et le chapitre Saint-Laurent qui était notre collaborateur ce soir, ainsi que Mme Karima Adria Gondry, la représentante.